Voilà. Parfait, vous devriez avoir l'annonce de l'enregistrement. Donc, je laisserai maintenant la parole à M. Francis Paradis et ensuite professeur François Audette. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je veux souligner aussi la présence de mon collègue Jean-Philippe Desquin, qui se trouve être le chef de pupitre, notamment de l'Inde, au ministère des Relations internationales. Donc, ça me fait plaisir de te rencontrer encore une fois, Jean-Philippe. Alors, il me fait grandement plaisir de prendre la parole en direct de Mumbai aujourd'hui pour la première série, pour la première conférence de cette belle série. J'ai la chance de vivre en Inde des expériences extraordinaires au quotidien et voir aujourd'hui autant de gens qui s'intéressent à la situation et à l'évolution des traditions de ce grand peuple est aussi une merveilleuse joie pour moi. Dans mon mandat à titre de directeur du Bureau du Québec à Mumbai, un des objectifs que je me suis fixé est de faire connaître davantage l'Inde aux Québécois et Québécoises afin qu'ils y découvrent une histoire fascinante remontant à l'origine de l'humanité, mais aussi une Inde moderne qui se taille une place parmi les géants de ce monde moderne. L'Inde est un pays de contraste. Rappelez-vous, en août 2020, que l'Inde a envoyé dans l'espace un module lunaire et du même coup tente de trouver des solutions à des graves problèmes de pollution, tout en étudiant les textes sacrés en sanskrit datant de 3000 ans. Que de contraste que cette Inde nous offre comme étude. La fascination pour ce pays peut être infinie, tellement il y a de choses à connaître et à étudier. Le Québec a été une des premières provinces à y établir un bureau. Et maintenant, c'est au tour de l'Ontario, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et même le Nouveau-Brunswick d'y dépêcher des gens pour le commerce et les investissements. L'intérêt pour l'Inde va au-delà du commerce et des échanges économiques, mais est teinté d'histoire et de partage extraordinaire. C'est grâce à des initiatives comme celle de l'UQAM et des universités conjointes et le soutien du MRIF, bien entendu, que nous pourrons mieux se connaître et échanger davantage. J'ai rencontré de grands spécialistes du Québec à Delhi et des connaisseurs du théâtre de Michel Tremblay et même une section entière de livres sur le Québec à l'université de JNU. Le Québec aussi fascine par notre différence. On ne peut parler aussi de l'Inde sans la francophonie, qui est aussi très présente ici en Inde, grâce notamment aux différentes alliances françaises disséminées un peu partout sur le territoire, qui font un travail exceptionnel pour le développement du français et qui nous aident même au Québec pour l'immigration francophone en préparant les Indiens, les Indiennes qui désirent immigrer chez nous. C'est une solidarité remarquable qui mérite d'être soulignée entre nos deux nations. Les échanges comme aujourd'hui démontrent les intérêts communs que nous avons tous à partager nos connaissances et à discuter de sujets passionnants tout au long de la série de ces conférences. La diaspora indienne s'implante de plus en plus au Canada, avec des villes comme Brampton en Ontario et son million d'individus d'origine indienne, mais aussi au Québec, avec une communauté de près de 20 000 personnes d'origine tamoule à Montréal. C'est avec un très grand plaisir que je félicite les acteurs clés de ces séminaires qui feront découvrir les facettes de l'histoire indienne connues et méconnues. Alors, je nous souhaite à tous une bonne séance et une bonne série de conférences. Merci. Merci beaucoup pour ce beau message de support à notre série de conférences. Donc, on passerait maintenant la parole au directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, M. François Audette. Merci, Mme Larouche. Merci, M. Paradis, pour ce mot d'introduction. Je vais être plus bref. Je venais simplement virtuellement vous saluer en ce début de conférence. Donc, comme Mme Larouche le mentionnait, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal ici à l'UQAM. Je voudrais, de la part donc, de l'Institut, saluer et féliciter toutes les parties prenantes qui ont organisé cette conférence multi-universitaire et particulièrement, évidemment, sans faire de showbisme, mon collègue Mathieu Boisvert, donc professeur au département des sciences de la religion ici à l'UQAM et directeur du CERIAS. Donc, l'IEIM, pour votre information, c'est l'Institut donc, qui fédère l'ensemble des unités de recherche de l'UQAM et de l'extérieur aussi. On a d'ailleurs des membres de l'Université de Sherbrooke, donc en son sein, qui s'intéressent aux enjeux internationaux. Alors, on est particulièrement heureux de pouvoir soutenir et collaborer à cette conférence sur la diaspora sud-asiatique. Et pour moi-même, être
entre guillemets, un internationaliste de carrière depuis toujours, c'est rassurant et pertinent, et comme le disait M. Paradis, de savoir que des chercheurs s'y intéressent ici, et particulièrement en français. C'est un thème qui généralement est peu étudié de la perspective académique ici, et les conférences aujourd'hui, là, CERIAS et les professeurs, entre autres, M. Serge Granger aussi, que je salue à Sherbrooke, et Mme Larouche, notamment à Laval, s'y intéressent. Alors, oui, c'est rassurant et nécessaire parce que c'est une région de très grande influence avec laquelle on a un intérêt de collaborer dans tous les sens du terme comme province, comme État et comme humain. Alors, simplement saluer, vous souhaiter une très bonne conférence et au plaisir de vous croiser personnellement en chair et en os cette année quelque part. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir pris la parole avec ces mots de bienvenue. Maintenant, on va présenter donc les deux conférenciers qui vont faire leur présentation aujourd'hui. Peut-être je pourrais laisser la parole à Serge qui voudrait présenter M. Pierre-Yves Trouillet. Merci. Alors, je ne connais pas M. Trouillet. Je suis content de le connaître aujourd'hui. Alors, M. Trouillet est un géographe chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique et membre du laboratoire Passage de l'Université de Bordeaux. Il est également membre associé au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, fellow de l'Institut Convergence Migration, toujours à Paris, et membre régulier du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et la diaspora, c'est-à-dire le CERIAS. Il s'est spécialisé sur l'étude de l'hindouisme populaire en milieu tamoul. Ses recherches ont notamment porté sur le culte régional du dieu Murugan, l'hindouisme en contexte villageois et urbain, les pèlerinages et possessions, le rôle des temples dans le développement des villes et des villages, l'hindouisme créole et diasporique à Maurice et Toronto, et plus récemment sur les prêtres migrants et le partage des lieux de culte entre hindous et non-hindous. Très bien, et je vais présenter tout de suite la deuxième conférencière aussi, et ensuite on pourra procéder aux présentations une à la suite de l'autre. Donc, la deuxième conférencière aujourd'hui est Nathalie Lang, qui est donc chercheuse au Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies de l'Université de Erfurt en Allemagne. Et donc, ses recherches portent sur l'anthropologie du religieux, la migration et les contextes diasporiques. Et elle a donc notamment travaillé surtout sur les communautés hindoues à La Réunion et ainsi qu'à Singapour. Et son livre porte justement sur les communautés hindoues à La Réunion. Elle a fait son doctorat au Center for Modern Indian Studies à l'Université de Göttingen en Allemagne, où j'ai eu notamment la chance d'assister à sa défense de thèse à l'époque, et suivi d'un stage postdoctoral à National University of Singapore, donc a beaucoup bougé. Et sa conférence aujourd'hui s'intitule « Diaspora et corporéité, rituels et identification hindoue à La Réunion ». Donc, on procède avec la conférence de Pierre-Yves Trouillet, si je ne me trompe pas, en premier, suivie de celle de Nathalie. Et merci bien sûr à tout l'auditoire d'être présent aujourd'hui avec nous. Alors, bonjour à tous. Est-ce que je suis Pierre-Yves Trouillet? Est-ce que je prends la parole ou est-ce que vous m'entendez? Je vois les hochements de tête, ça veut dire que vous m'entendez. Merci beaucoup. Est-ce que je peux diffuser un PowerPoint comme il était convenu? Alors, est-ce que j'ai la main pour pouvoir le diffuser? Je ne suis pas certain. Je n'entends pas spécialement de réponse. Oui, il ne devrait pas y avoir de problème, Pierre-Yves. Comment, Mathieu? Il ne devrait pas y avoir de problème là, pour diffuser ton PowerPoint. D'accord. Vous avez accès. Alors moi, je mets mon diaporama. Est-ce que vous y accédez?
Non. Je suis désormais co-animateur. OK. Merci. OK. Partager l'écran. OK. Voilà. Et donc là, est-ce que cela fonctionne? Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Bon, parfait. Je vous remercie. Merci Mathieu, merci Catherine, merci Serge pour votre présentation et puis surtout pour l'organisation de cette série de conférences. Et bien entendu, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir convié à cette série sur donc, diaspora sud-asiatique, politique, genre et rituel. Alors, moi, il ne sera pas vraiment question de politique et de genre dans ma présentation, mais il sera bien évidemment beaucoup plus question de rituel, de migration et de religion, comme vous en doutez en lisant le titre de ma présentation. Je pars d'une chose qui est finalement assez frappante quand on s'intéresse aux relations entre les diasporas d'Asie du Sud et la religion, c'est le fait que l'hindouisme, malgré sa diffusion dans le monde entier grâce à la diaspora, n'a pourtant pas vocation à être diffusé au-delà d'un seul groupe social, les hindous, ni d'un seul territoire, qui est l'Inde, bien entendu. Et l'une des plus célèbres illustrations de ces représentations des frontières territoriales, mais aussi sociales de l'hindouisme, c'est l'interdit de quitter l'Inde pour les hautes castes en traversant les eaux noires de l'Indus et de l'océan Indien, un tabou qui est connu sous le nom de Kalapani, donc les eaux noires ou l'eau noire, dont je vais donc vous parler dans cette présentation. Puisqu'en effet, ce voyage hors de l'Inde, au-delà des mers, est présenté dans certains textes, ces textes classiques, comme un acte polluant et dégradant pour les hautes castes, dégradant parce qu'il est censé les empêcher d'effectuer leur rituel quotidien, et surtout parce qu'il les mettrait en contact avec des étrangers qui ne respectent pas les règles de l'orthodoxie hindoue. Et les conséquences de ces voyages ont pu être très lourdes pour ces hindous, puisqu'ils pouvaient être bannis de leur caste ou être forcés de se livrer à des rites de purification une fois rentrés en Inde. Alors, j'ai un problème de... Non, ça va aller, voilà. Alors, ce tabou migratoire est très ancien, puisqu'il puise son origine dans les Dharma Shastras, qui sont des textes védiques portant sur les lois et les conduites à suivre en lien avec le Dharma, donc l'ordre du monde, l'ordre socio-cosmique, l'ordre des choses. Et ce tabou migratoire a pris beaucoup d'importance entre les années 1850 et 1920, donc à un moment où les voyages vers l'Angleterre et les autres colonies britanniques se sont développés comme jamais auparavant. Hop, excusez-moi. Et donc, par exemple, en 1897, Swami Vivekananda, qui a aidé à faire connaître l'hindouisme en Occident, et notamment en participant au Parlement des religions à Chicago, eh bien, il s'était vu refuser l'entrée du temple de son maître Ramakrishna à Calcutta, précisément parce qu'il avait voyagé aux États-Unis. Et même Gandhi fut tenu à l'écart de sa caste suite à un voyage à Londres en 1888, comme le rapporte notamment Catherine Clémentin-Hodja. Et puis, on peut aussi citer ce qu'en dit Amitav Ghosh de ce tabou migratoire, lorsqu'il parle d'Indiens en partance pour l'île Maurice dans un de ses romans, Un océan de Paavo, donc la scène se passe au 19e siècle, où l'un des personnages dit notamment à l'autre: « Mais n'as-tu pas peur de perdre ta caste? Tes frères hindous ne te banniront-ils pas de leur confrérie pour avoir traversé l'eau Noire ?» Ou plus loin dans le livre, mais n'as-tu pas peur, dit-elle, de perdre ta caste, de traverser l'eau Noire et de te retrouver sur un bateau avec toutes sortes de gens? Alors évidemment, aujourd'hui, la présence de populations hindoues sur tous les continents amène à un constat bien opposé à cette prohibition de la traversée des mers, ce qui pose véritablement question en termes de recomposition contemporaine des frontières rituelles de l'hindouisme. Et la présence de prêtres brahmanes dans tous les temples hindous qui existent aujourd'hui hors de l'Inde, comme ceux que vous voyez sur le slide, va tout particulièrement à l'encontre de ce tabou migratoire. En effet, comme vous le savez, les prêtres brahmanes appartiennent à la plus haute caste hindoue et sont donc particulièrement concernés par les questions d'orthodoxie et de pollution rituelle, telles que celles liées au voyage au-delà des mers. Donc,
la question qui m'intéresse dans cette présentation, c'est ce qui reste aujourd'hui de ce tabou migratoire de Kalapani, de cet interdit de traverser les mers, au regard précisément des migrations de ces prêtres hindous qui travaillent dans les temples de la diaspora. C'est une question qui m'a intéressé car elle permet d'étudier plus largement les changements de pratiques et de représentation des frontières sociales et territoriales de l'hindouisme, en particulier donc à l'heure où sa transnationalisation est avérée par la présence d'une diaspora. Et pour répondre à cette question, je me base sur une enquête multisituée conduite en milieu tamoul, c'est-à-dire parmi des hindous originaires du Tamil Nadu en Inde du Sud, mais aussi du nord du Sri Lanka. Et les Tamouls présentent en effet l'intérêt d'avoir non seulement participé à la majorité des grandes phases d'émigration hindoue, mais aussi d'être particulièrement actifs dans les nombreuses constructions de temples hindous qui ont lieu hors de l'Asie du Sud depuis les années 90. C'est-à-dire à la fois dans les pays d'immigration récente, comme en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi dans les espaces d'immigration de la période coloniale, comme notamment en Malaisie, au Mascareigne avec Maurice, ou encore à la Caraïbe ou dans le Pacifique. Et donc, dans ces différents types de situations, les gestionnaires des temples recrutent de plus en plus de prêtres brahmanes, mais je précise toutefois que les brahmanes ne sont pas les seuls prêtres des temples de la diaspora, en particulier dans les anciennes colonies, où les prêtres hindous ont longtemps été des travailleurs indiens, immigrés eux-mêmes, puis leurs descendants, qui sont donc des non-brahmanes. Et dans ce contexte tamoul, je me base plus spécifiquement sur 36 entretiens menés auprès de prêtres brahmanes, donc indiens et sri-lankais, qui travaillent dans des temples à l'île Maurice et à Toronto, donc deux terrains différents qui confèrent une relative représentativité de la diaspora tamoule. Et donc, enfin, pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter les raisons et l'ampleur géographique des migrations de ces prêtres de temples, avant de voir ce qu'ils disent, ces prêtres, sur le tabou migratoire de Kalapani, et enfin, comment ils négocient leur transgression de cet interdit migratoire. Alors, la première chose qu'on peut se demander, ce sont évidemment les raisons qui amènent certains prêtres à partir travailleurs de l'Inde. Pourquoi certains prêtres brahmanes transgressent-ils aujourd'hui l'interdit de Kalapani? Et parmi ces raisons, il y a d'abord des facteurs structurels, comme au Tamil Nadu, où les réformes sur l'abolition des droits de prêtrise héréditaire et l'ouverture de la prêtrise aux non-brahmanes tout au long du XXe siècle ont affaibli le statut des prêtres brahmanes en Inde du Sud, les ont dissociés de leur temple héréditaire et les ont donc incités à émigrer. Et puis, depuis les années 60, en réponse à ces réformes, il y a des écoles de prêtres où on enseigne le Veda et les Agamas, donc les Vedagama Parasalai, sont des écoles pour ces prêtres qui se sont multipliés en Inde du Sud pour revaloriser leurs compétences et leur statut. Et ces lieux d'enseignement leur ont permis d'accéder à des réseaux de recrutement plus larges en Inde, mais aussi dans la diaspora. Ensuite, troisième point, au Sri Lanka, c'est bien sûr la guerre civile sri-lankaise qui a conduit de nombreux prêtres à émigrer, comme l'ont fait des centaines de milliers de Tamouls sri-lankais. Et puis ensuite, d'un point de vue individuel, c'est le critère économique qui est évidemment l'une des principales motivations à l'émigration de ces prêtres, car ce métier de prêtre de temple reste assez mal rémunéré en Inde du Sud, à part dans quelques grands sanctuaires, puisqu'en effet, aujourd'hui, au Tamil Nadu, les prêtres des temples gagnent en moyenne 10 à 15 000 roupies par mois, alors qu'ils peuvent gagner 6 à 10 fois plus à Toronto, par exemple. Mais de tels montants, pour autant, des montants canadiens, ce qu'ils peuvent gagner au Canada, ce n'est pas toujours accessible dans la diaspora, comme à Maurice, par exemple, où leur salaire moyen est beaucoup moins attractif, mais où ils peuvent en revanche bénéficier de nombreux autres avantages économiques, comme un logement qui leur est fourni, un 13e mois, une sécurité sociale et des primes aussi pour la réalisation de certains rituels spécifiques. Et puis, ce qui est peut-être encore plus intéressant par rapport au tabou de Kalapani, c'est que l'autre motivation principale de ces prêtres, c'est l'amélioration de leur capital social et symbolique. En effet, partir travailler dans les temples de la diaspora est devenu une expérience extrêmement gratifiante pour la plupart des prêtres en Inde, même brahmanes, contrairement à ce que pourrait laisser penser le tabou de Kalapani. Et beaucoup de jeunes prêtres ambitieux ont aujourd'hui clairement pour objectif de partir travailler dans les temples de la diaspora,
ce qui est révélateur donc d'un changement majeur des pratiques et des représentations des frontières rituelles et territoriales de l'hindouisme par rapport à ce que préconisaient les shastras. Par exemple, il y a Shiva Kumar, c'était un prêtre indien qui travaillait dans un temple justement de la banlieue de Toronto à Brampton, qu'on évoquait tout à l'heure. Après avoir notamment été formé dans une grande école de prêtres du Tamil Nadu, appelée Yarpati, il dit préférer travailler à l'étranger au Canada, surtout pour son image. Donc ça signifie que ce n'est pas du tout dégradant pour lui de partir à l'étranger. Et parmi les prêtres formés dans ces écoles, ce sont généralement justement les plus brillants qui sont choisis par leur gourou, leur maître des écoles, donc pour travailler dans la diaspora, ce qui montre que partir n'est pas une faute, mais bien un privilège, voire un honneur qui leur est accordé. Et le cas de Bala Subramanian, qui travaillait à Maurice en 2013, est très représentatif des jeunes prêtres qui sont connectés à la diaspora par leur école de prêtres. Après avoir été formé dans l'école de Tiruparakunram en 2000, qu'on voit sur la carte, il est parti travailler au Sri Lanka en 2005, puis en Thaïlande en 2006, avant de trouver un contrat à Maurice en 2008, et tout cela grâce au réseau transnational du gourou de son école de prêtres. Alors, bien sûr, ces recrutements transnationaux de prêtres brahmanes au-delà de l'Asie du Sud ont longtemps été un phénomène assez marginal dans l'histoire des migrations indiennes, mais il est aussi en pleine expansion depuis les années 90. Par exemple, à Maurice, il semble qu'il n'y ait jamais eu plus de 5 ou 6 prêtres brahmanes recrutés en Inde ou au Sri Lanka jusqu'aux années 90, alors qu'ils étaient plus d'une quarantaine en 2013. Donc plus de 40 en 2013, 5 ou 6 jusqu'aux années 90. Donc c'est à mesure que les émigrés de la période coloniale ont connu une ascension sociale, que les migrations indiennes et sri-lankaises ont gagné de nouveaux territoires, et surtout que des liens transnationaux se sont développés dans la diaspora, que ce recrutement transnational de prêtres brahmanes s'est largement diffusé et intensifié et diffusé. Et cette diffusion se voit notamment sur cette carte qui représente les parcours migratoires de 5 prêtres brahmanes et qui montre combien ces migrations concernent désormais pratiquement toute la diaspora, en traversant notamment plusieurs continents. Par exemple, le prêtre indien Shiva Kumar, dont les migrations sont indiquées en bleu clair, et c'est celui qui disait qu'il a choisi de travailler au Canada pour son image, eh bien, il avait travaillé pendant 1 an dans un temple mauricien, puis pendant 5 ans à Paris, avant d'être recruté à Toronto en 2012. Et ces migrations concernent aussi, bien sûr, les Sri Lankais, comme le montre par exemple les migrations de Muthulingam, qui sont en bleu foncé, qui lui avait travaillé 3 ans en Malaisie et à Singapour, avant de travailler 2 ans à Londres et enfin de partir travailler à Toronto. Sachant bien sûr que pour ces prêtres sri-lankais qui ont été confrontés à 3 décennies de guerre civile, il est évident que le tabou de la migration pèse bien peu face à la nécessité de fuir un contexte de guerre. Et comme on va le voir, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont plus conscience du tout de la faute que peut potentiellement représenter le fait de traverser les mers. Donc on voit qu'aujourd'hui, le tabou de Kalapani est loin d'empêcher les brahmanes tamouls de partir travailler officier à l'étranger. Pourtant, on va voir que la plupart d'entre eux connaissent encore très bien la considération brahmanique, voulant que la migration représente une faute, voire un péché. Et les propos du prêtre Balakrishnan, qui a beaucoup travaillé à l'île Maurice, sont très représentatifs de ce que ces prêtres savent et disent du caractère fautif du voyage et de la migration. Je le cite. Normalement, selon les shastras, les brahmanes n'ont pas le droit de traverser la mer. C'est un péché de traverser la mer. Donc, quand on rentre en Inde, on ne peut pas conduire les rituels dans les temples en tant que prêtre. Nous devons d'abord faire des rituels pour nous purifier. Ensuite, nous pouvons reprendre nos activités. Et d'après ce qui est dit dans les shastras, il n'est pas bon de traverser la mer. Pour les brahmanes, c'est comme ça. Au fond de nous, nous savons que quand nous traversons la mer, c'est un péché. Mais lorsqu'on les interroge plus précisément sur les raisons de cet interdit, les prêtres évoquent là, en premier lieu, la pollution provoquée par le contact physique avec des non-hindous. Ainsi, le voyage lui-même peut être source de pollution, comme l'indique Shiva Subramanian, un prêtre indien qui était président d'un petit temple hindou de Toronto et qui explique. Quand nous revenons en Inde, nous faisons une prière ou quelque chose comme ça. Nous récitons des mantras, nous nettoyons notre esprit.
Mais pourquoi cela? Parce que nous touchons des gens quand nous voyageons dans de nombreux endroits. Mais qu'est-ce qui est sale dans le voyage? Et nous ne pouvons pas savoir si les gens boivent de l'alcool ou mangent de la viande ou quoi que ce soit. Mais nous nous retrouvons dans ce type de situation, de contact lorsque nous voyageons en avion. Supposons que nous soyons en contact avec des femmes qui ont leurs règles ou des gens dont le père est mort et qui prennent l'avion avec tout le monde, ou que nous touchions des personnes malades. Nous voyageons avec ce genre de personnes. Donc, quand nous revenons, nous nous lavons et faisons une puja nettoyante et la pureté revient. Pour autant, ce ne sont pas seulement les conditions du voyage qui peuvent être source de pollution, mais bien la migration en tant que telle. En effet, vivre à l'étranger implique d'être régulièrement amené à être en contact potentiel avec des personnes qui ne respectent pas forcément l'orthodoxie brahmanique et qui représentent un problème majeur donc, pour les prêtres brahmanes. Et là, c'est l'épouse d'un prêtre brahmane indien qui travaillait à Maurice qui résumait bien cette idée. Je la cite, elle disait « Par rapport à l'Inde, il y a beaucoup de différences ici. Il y a notamment des raisons pour lesquelles il ne faut pas aller au temple et ces règles ne sont pas suivies ici. Par exemple, si un membre de notre famille meurt, nous ne devons pas aller au temple, ni chez qui que ce soit. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Si quelqu'un meurt, les gens de sa famille viennent quand même toucher le prêtre, le swami. C'est la différence ici. Ils ne peuvent pas comprendre ce genre de rituel, c'est le problème ici. C'est pourquoi nous, les brahmanes, nous faisons quelques rituels quand nous repartons d'ici. Certaines personnes entrent n'importe comment dans le temple pour parler aux prêtres de leurs problèmes, alors on leur dit qu'ils ne peuvent pas rentrer comme cela. Certains chrétiens ne comprennent pas non plus. Nous avons beaucoup de problèmes de ce genre ici. Et c'est seulement pour cela que quand nous retournons en Inde, nous devons faire des prières. Un autre problème majeur lié à la question du contact en migration concerne le non-respect des tabous alimentaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des prêtres préparent eux-mêmes leur nourriture, voire recrutent des cuisiniers brahmanes en Inde lorsqu'ils en ont les moyens, ce qui est assez rare. Mais même les ingrédients aussi, les aliments, sont considérés comme potentiellement polluants à l'étranger, puisque la séparation entre les aliments végétariens et non végétariens n'est pas forcément garantie. Et Shiva Lingam, que j'ai rencontré à Maurice, explique que, par exemple, que lorsqu'il travaille à Bangkok, il a rapidement décidé d'arrêter son contrat de travail, justement en raison de considérations alimentaires. Il disait le problème était qu'il n'y avait pas de nourriture végétarienne. La vie était très difficile. Pas de nourriture shaiva, pure donc. C'était très difficile. J'avais un contrat de travail de 3 ans, mais je ne suis resté que 6 mois à cause de la nourriture. C'était très difficile. Je devais acheter au magasin où tout était mélangé. Ce n'était pas bon, alors j'ai dit non, je dois partir. Mais les règles alimentaires impliquent aussi des restrictions en termes de commensalité, qui peuvent poser problème, notamment pour la scolarisation des enfants brahmanes, comme l'explique cette Sri Lankaise mariée à un prêtre président d'un petit temple de la banlieue de Toronto. Et elle disait, à l'école au Sri Lanka, mon fils ne mangeait pas avec les autres élèves, mais ici, il mange avec eux tous ensemble. Au Sri Lanka, tous les enfants brahmanes sont ensemble quand ils mangent, mais ici, à l'école, au Canada, les élèves ne sont pas seulement des brahmanes. Donc finalement, comme Catherine Clémentin-Ojal l'avait constaté pour l'époque coloniale, le problème soulevé ici par la migration des brahmanes n'est pas tant le voyage en tant que tel, mais ses conséquences, comme le fait de devoir manger de la nourriture impure ou être en contact étroit avec des substances ou des personnes considérées comme moins pures. Donc la dimension sociale du contact, samparka, avec des non-hindous ou des non-brahmanes reste fondamentale dans ces représentations du tabou migratoire. L'autre problème majeur que pose la migration pour les prêtres, c'est le fait de ne plus vivre sur la seule terre sainte de l'hindouisme, Punya Bhumi, Karma Bhumi, notamment parce que la libération ou moksha, c'est-à-dire l'affranchissement des cycles des réincarnations, n'y est pas possible. Certains prêtres ont ainsi expliqué que malgré la multiplication de temples hindous de par le monde, il n'existe qu'une seule terre sainte hindoue et que leur faute est justement de l'avoir quittée. Et le prêtre indien Velmurugan disait par exemple qu'il ne pourrait pas officier dans un temple à son retour du Canada sans se livrer à certains rituels parce que le Veda et tous les lieux sacrés sont en Inde, alors qu'ici, au Canada, il n'y a que la culture occidentale. Donc, quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas atteindre la libération. Et à Maurice, le prêtre sri-lankais Shiva Lingam évoquait lui aussi le fait que les nombreux temples hindous qui existent aujourd'hui hors de l'Inde, partout dans le monde presque, n'équivalent pas à ceux de la Terre Sainte. Il disait, la terre du Dharma et la Terre Sainte, c'est Bharata, l'Inde donc.
Les Shastras disent que les montagnes et les rivières sacrées ne sont que sur Karma Bhumi. Or, Karma Bhumi, donc la terre du karma, ce n'est que Bharatam. Il y a de la puissance ici, dans le temple mauricien où il travaillait, mais ce n'est pas Karma Bhumi. La terre de Bharata, c'est la terre sacrée, Punya Bhumi. L'histoire se déroulait là-bas. Là-bas, il y a les 5 paysages de Punya Bhumi. Mais à Maurice, il n'y a pas de vraie rivière sacrée où les gens peuvent prendre un bain rituel. Et cela est très important. Il y a des temples au Royaume-Uni, en France, au Canada, etc. Mais là-bas, les temples ne respectent pas à 100% les agamas. Or, on sait d'après le Mahabharata et le Ramayana que Rama est né à Ayodhya, Shiva Perumal à Madurai, où il s'est marié à Minakshi, que Vali s'est marié à Muruga et qu'elle est née au Sri Lanka. Ça, c'est Punya Bhumi. Mais quel dieu est né à Maurice? Et Aruna Girinatha, il est né à Tiruvannamalai. Ça, c'est Punya Bhumi, Karma Bhumi. Les chanteurs du Tevaram aussi sont nés et morts là-bas. Et ici, ce n'est pas Karma Bhumi, donc la terre du karma. Donc, les prêtres migrants ont pleinement connaissance des principes de l'interdit migratoire pour les hautes castes, qui reposent d'une part sur le fait de ne plus être sur la terre du karma, et d'autre part, d'être au contact d'individus ou de substances considérées comme moins pures. Et puis enfin, on peut se demander, s'interroger sur comment ces prêtres migrants composent avec leur transgression de cet interdit. En somme, qu'est-ce qu'ils pensent plutôt de leur propre traversée des eaux noires? Font-ils quelque chose pour y remédier? Ou au contraire, est-ce qu'ils remettent en cause le caractère fautif de leur migration? Alors, il faut d'abord préciser que théoriquement, selon les Shastras et les Agamas, tout manquement à la conduite dharmique, au respect du dharma, à le respect des choses, comme la traversée des mers, peut et devrait même être réparé par certains rituels à travers une action nommée prayachita, qu'on peut traduire par pénitence ou réparation. Et toujours selon des textes, la réparation la plus fréquente pour les fautes individuelles, c'est le japa ou jabam en tamoul, qui consiste en fait à répéter des mantras. Et cette récitation est souvent associée à un jeûne et en cas de pollution à diverses purifications, avec notamment une préférence pour l'ingestion de quelques gorgées de panchagavya, qui est une concoction obtenue à partir des 5 produits de la vache, donc la bouse, l'urine, le lait, du lait caillé et beurre clarifié, qui est censé détruire les plus grands péchés. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire en théorie, selon les textes. En termes de pratique réelle, il est très difficile de dire dans quelle mesure ces rituels sont encore pratiqués aujourd'hui. Certains brahmanes et certaines communautés effectuent encore certains rituels alors que d'autres non, selon différents positionnements qui peuvent être personnels ou collectifs. Néanmoins, certains grands temples continuent d'interdire à leurs prêtres principaux de partir à l'étranger, comme notamment au grand temple de Tirupati en Andhra Pradesh, qui est probablement le plus riche et le plus visité d'Inde. Certains aussi continuent à imposer des rites de purification à leur retour, comme les brahmanes du grand temple de Chidambaram au Tamil Nadu. Mais de manière générale, l'environnement social des prêtres brahmanes est aujourd'hui beaucoup moins rigoriste au sujet des voyages hors de l'Inde qu'il a pu l'être par le passé. Et la grande majorité des prêtres migrants n'ont pas à réparer publiquement cette faute potentielle d'avoir traversé les mers. Et aucun aujourd'hui ne serait vraiment exclu de sa caste pour cette raison, comme il aurait pu l'être il y a quelques années, quelques décennies, probablement un siècle. Même si pourtant, ils peuvent encore être critiqués aujourd'hui d'avoir immigré. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la migration, elle n'est plus ressentie personnellement comme une faute à réparer pour ces prêtres eux-mêmes, puisqu'elle porte avant tout sur leur propre pureté, entre guillemets, leur propre statut et leur propre salut personnel. Et au final, ce sont à peine la moitié des prêtres migrants rencontrés à Maurice et à Toronto qui ont dit qu'ils avaient fait ou qu'ils feraient un rituel après leur séjour à l'étranger, tout en sachant bien sûr que les pratiques réelles peuvent être très en deçà de ce qu'ils ont déclaré. Et la majorité d'entre eux disent de ceux qui disent faire un rituel ne font en fait que réciter des mantras. Aucun n'a jamais mentionné de jeûne et encore moins de boire les 5 produits de la vache quand ils rentreraient en Inde. Et Shiva Kumar, donc, qui travaillait dans un temple de la banlieue de Toronto, disait par exemple que si les anciens font encore ces rituels, ce n'est plus le cas des nouvelles générations et surtout que cela dépend des gens. Si tu le sens dans ton cœur, tu le fais. Et pour sa part, il ne faisait pas de prayachita, il faisait simplement une prière à Shiva. Et il semble en effet que
de moins en moins de prêtres migrants s'inquiètent aujourd'hui de l'interdit de Kalapani, de la migration. La plupart considèrent au contraire leur migration comme étant non seulement valorisante personnellement en termes socio-économiques, mais aussi très positive sur le plan religieux et communautaire, dans la mesure où ils voyagent finalement pour répondre aux besoins rituels des hindous de l'étranger. Et par exemple, pour Balakrishnan, qui a travaillé 15 ans à Maurice, il explique que d'un côté, on peut dire que c'est un péché de traverser la mer, mais d'un autre côté, nous ne venons pas ici pour faire de mauvaises choses. Donc on touche aux limites des shastras, vu que nous faisons du bon travail ici. Nous améliorons l'hindouisme ici et nous faisons le même travail que si nous étions en Inde. Nous sommes uniquement au service de Dieu ici, et grâce à nous, les Mauriciens savent de plus en plus de choses sur l'hindouisme. Donc de cette façon, nous obtenons la bénédiction, même si au fond de nous, nous savons que quand nous traversons la mer, nous commettons un péché. Mais malgré ces réserves sur l'aspect condamnable de leur migration, Balakrishnan explique néanmoins qu'il réalisait, lui, des rituels chaque fois qu'il rentrait en Inde depuis l'île Maurice, en raison de son éthique personnelle. Donc il ajoute qu'aujourd'hui, tous les prêtres ne font pas cela, mais j'essaye de suivre mes principes et j'essaye par-dessus surtout de réduire mon karma, le mauvais karma pour ne pas renaître sur Terre. Donc je dois faire ce woma, ce rituel. Cela m'aidera à atteindre la libération. Sinon, si j'accumule les péchés, je ne pourrai jamais atteindre la libération. Donc, qu'en est-il au final donc, de l'importance de Kalapani pour ces prêtres brahmanes qui travaillent aujourd'hui dans les temples de la diaspora tamile? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir plus largement sur les dynamiques des frontières sociales et territoriales de l'hindouisme contemporain? Eh bien, tout d'abord, que ces prêtres migrants témoignent clairement, par leur circulation, de la réinvention diasporique de la géographie classique de l'hindouisme. En effet, c'est bien moins l'image d'un territoire sacré, continu surtout, et cerné par les eaux noires de l'Indus et de l'océan Indien qui ressortent des migrations de ces prêtres, que celle d'un vaste réseau transnationalisé et donc étendu à l'échelle mondiale. La faute que pouvait constituer la traversée de Kalapani est donc bien loin de dissuader les prêtres de temple, même brahmanes, de voyager ou d'émigrer. Et au contraire, le fait que ces prêtres brahmanes soient aujourd'hui réellement motivés par ces migrations est très significatif des changements des représentations des frontières territoriales de l'hindouisme, puisqu'il est devenu plutôt valorisant pour ces prêtres brahmanes de travailler dans un pays étranger. Donc finalement, avec la tombée en désuétude des rites de purification et de réparation associés au tabou de Kalapani, ce sont finalement les limites territoriales de l'hindouisme qui s'effacent au profit d'un hindouisme ayant conquis de nouveaux horizons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne remet pas pour autant en cause la primauté inégalée du territoire de l'Inde en termes de vertus rituelles, sociales et sotériologiques, puisque l'Inde reste la seule terre sainte, la seule terre du Dharma, et la seule terre du salut. Donc vivre ailleurs qu'en Inde reste un enjeu moral et d'éthique personnelle pour certains prêtres migrants, ce qui montre finalement que franchir les eaux noires de Kalapani n'a donc pas totalement perdu de sa signification. Voilà, je vous remercie, je mets quelques références bibliographiques éventuellement, mais je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop long, surtout pour ne pas empiéter sur le temps de la présentation de Nathalie. Merci, M. Trouillet. En effet, vous avez assez bien respecté le temps. Ça commence bien. Tant mieux, tant mieux. Alors, je vais passer la parole à Mme Lang et par la suite, après sa présentation, nous ferons une ronde de questions ou de commentaires pour le public en général. Alors, je laisse la parole à Mme Lang. Merci pour l'invitation à cette série de conférences. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Pierre-Yves Trouillet et j'espère pouvoir offrir les perspectives de la réunion qui nous permettront de parler des questions qui émergent dans nos deux cas ethnographiques. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Parfait. Ma présentation, ma conférence est intitulée « Diaspora et corporité », comme je voudrais réfléchir sur le rôle du corps dans la création d'une conscience diasporique parmi quelques Réunionnais et Réunionnaises hindous.
Je vous emmène donc à l'île de la Réunion, département et région française dans l'océan Indien, à côté de l'île Maurice. J'ai mené une enquête de terrain de 12 mois sur l'île de la Réunion en 2014-15, dans laquelle j'ai combiné la méthode d'observation participante avec des entretiens biographiques de format très ouvert pour étudier le rôle que jouait la religion hindoue dans les vies de mes interlocuteurs et interlocutrices. Et basé sur ces recherches, j'ai écrit mon ethnographie. Je commence par quelques passages du livre que je vais lire en anglais. A procession of around 200 women and men wearing the deity's color yellow return from the river where they have prepared themselves and their bodies for the firewalking ritual. After a night without sleep, during which they staged another performance of the Mahabharata, and after the ritual lighting of the fire in the morning, they had left to the river and now returned to the temple. While the pyre of large logs was about 3 meters high when it was lit in the morning, it had now become a flat pit of grey-red glowing embers surrounded by elaborate flower decorations. The space around the fire pit is overcrowded with devotees and spectators, sitting and standing on roofs, walls, and cars. The noise of voices and drums is incredible. From that moment onward, I turned my camera off, as I have promised the priest beforehand. It is not that the firewalking should not be filmed. On the contrary, 2 film teams are there to produce DVDs, and numerous spectators seem to watch the ceremony more through the lenses of their cameras and smartphones than directly. But the priest insisted that I experience the moment of firewalking with all my senses and not through the lens of the camera. He was eager to know how I would feel when seeing the family crossing the burning coals. After having spent 18 days fasting, cooking, preparing, and praying together, devotees have repeatedly told me that it was going to be a highly emotional moment. The sun goes down and soon it is dark. Everything happens very quickly, accentuated by the loud, fast-beating drums. The fire pit is raked, flattened, and purified. The priest and some devotees are hectic in their movements. Others wait impatiently. Finally, the priest lifts a flower garland with a burning flame on top. He crosses the fire pit in 8 steps, placing the flowers in the middle of the pit. Now one man after the other crosses the pit. Most of the men walk in an impressively composed manner, although some are more hectic. Several stumble during the last 2 steps and some start running. Some carry their small children. Some walk in groups of 2 or 3. Then it is the women's turn. Some walk in the company of men, others walk alone. With so many people everywhere, I see Amandine, a young woman who is to firewalk for the first time today, only when she steps into the fire pit. At one moment, during the 18 days of preparations, Coralie, who had also planned to firewalk for the first time this year, declared, "La religion, c'est une fierté pour moi." Pendant mon enquête de terrain, j'ai entendu plusieurs personnes parler de la fierté. Et l'importance de la fierté se manifeste aussi dans les comportements et les biographies des gens. Dans mon livre, je démontre donc comment la religion hindoue peut devenir une fierté à La Réunion. La fierté est un discours, une pratique, une stratégie. La fierté est une émotion ancrée dans l'histoire, par exemple lorsqu'elle se réfère aux difficultés que les ancêtres ont subies en venant à La Réunion en tant que travailleurs engagés. Et la fierté est à la fois une revendication orientée vers l'avenir que j'appelle aspirational pride, la fierté aspirante ou aspirationnelle. Cette fierté est liée à la reconnaissance de la religion, non seulement en tant que reconnaissance institutionnelle par l'État, mais aussi en tant que reconnaissance sociale. Donc, quel statut social est attribué à cette religion, et en tant que reconnaissance ressentie, comment les hindous se sentent reconnus par les autres. Cette importance de la fierté et de la reconnaissance que j'ai observée m'a mené à voir les pratiques religieuses hindoues d'abord comme ancrées dans la société réunionnaise au lieu de prioriser une notion de diaspora dans mes analyses. Plus concrètement, je propose dans le livre que seule une partie des Réunionnais et Réunionnaises hindous crée une conscience diasporique en se référant à une Inde qui est imaginée et vécue de différentes manières, tandis que beaucoup d'autres Réunionnais et Réunionnaises hindous n'attribuent pas une telle importance à l'Inde. Et aujourd'hui, dans cette conférence, je voudrais réfléchir sur le rôle que le corps joue dans la création d'une conscience diasporique parmi quelques Réunionnais et Réunionnaises hindous.
Mais d'abord, je vais vous donner un peu de contexte historique. La société réunionnaise est le produit de multiples vagues de migration, en plus des immigrants français. Des esclaves africains, malgaches et indiens sont arrivés depuis le XVIIe siècle et principalement au XVIIIe et XIXe siècle. Puis des engagés, particulièrement de l'Inde du Sud, depuis le début du XIXe siècle, des commerçants du nord de l'Inde et de la Chine depuis la fin du XIXe siècle, et plus récemment des migrants des Comores. Les pratiques hindoues se sont développées dans ce contexte de diversité ethnique et culturelle, y compris le métissage, ce qui veut dire que beaucoup de Réunionnais et Réunionnaises hindous ont des ancêtres originaires non seulement d'Inde, mais aussi de Madagascar, d'Afrique, de Chine et d'Europe. Le contexte dans lequel les pratiques hindoues se sont développées a également été marqué par des politiques assimilationnistes françaises et par une forte domination de l'Église catholique et des accusations de rituels hindous comme sorcellerie. Ceux qui sont restés à La Réunion après l'engagisme sont devenus des Français et ont été baptisés. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hindous qui représentent environ 30% de la population réunionnaise sont en même temps catholiques. Le contexte dans lequel l'hindouisme s'est développé a également été marqué par une longue phase de faible contact avec l'Inde, jusqu'à ce qu'une réorientation vers l'Inde commence, de plus en plus visiblement depuis les années 1970. Dans cette période, de plus en plus de Réunionnais et Réunionnaises ont commencé à voyager en Inde. Ils ont invité des prêtres indiens à venir officier dans les temples réunionnais. Ils ont invité des architectes indiens à rénover ou construire des temples dans le style d'architecture sud-indienne. À l'époque de ce renouveau tamoul des années 70-80, parallèlement à cette prise de contact avec l'Inde, l'hindouisme devient de plus en plus visible dans la société réunionnaise. Alors que les pratiques religieuses autres que catholiques ont longtemps été plutôt pratiquées dans des foyers privés, aujourd'hui, lorsqu'on circule dans l'île, on peut voir un temple coloré à côté de l'autre. On note aussi une présence visible au public pendant des processions religieuses dans les rues, comme lors des festivals de Kavadi, par exemple, ou lors des célébrations du Nouvel An Tamoul ou de Deepavali. Les années 70-80 étaient une période de profonds changements sociétaux, par exemple avec les gouvernements socialistes des années 80 poursuivant une politique de décentralisation. Et ces changements ont aussi permis une plus grande valorisation de la culture locale et des cultures ancestrales. Parmi ces développements, le statut de la Réunion a changé aussi, qui est devenu, en plus du statut de département depuis 1946, une région depuis 1982, ce qui donnait un peu plus d'autorité dans certains domaines comme l'infrastructure et l'éducation. Parmi les développements initiés par le Conseil régional de la région est l'installation d'une ligne de vol direct de la Réunion à Chennai en Inde du Sud qui a été installée en 2013, qui a facilité des voyages en Inde moins compliqués et moins chers. C'est abrégé historique pour vous illustrer qu'il s'agit des possibilités assez récentes pour la création d'une conscience diasporique qui ainsi n'existait pas avant. Et dans le contexte d'une perception partagée par beaucoup de Réunionnais et Réunionnaises d'origine indienne de disposer de peu de mémoire transmise par les générations précédentes, le corps devient un outil et site de création et d'invention. Surtout pour des jeunes Réunionnais et Réunionnaises qui sont les premiers ou premières de leur famille à s'orienter vers l'Inde dans leurs pratiques religieuses, il s'agit d'apprendre des pratiques corporelles pour s'identifier avec une religion ancestrale et mondiale. Comme dans le cas de Marie, une jeune femme que j'ai accompagnée quand elle a porté le lait pour la déesse Mariamman. Marie est bien préparée. Pour son carême, elle a décidé de ne pas seulement renoncer à la viande, aux poissons, aux œufs et à l'alcool, mais son carême personnalisé incluait aussi le fait de dormir sur le sol, de prendre sa douche à l'eau froide et de ne pas regarder la télévision ni écouter de la musique. Elle a investi des journées à se préparer et à choisir sa tenue pour le jour qu'elle porterait le lait pour Mariamman. Un sari jaune clair et blanc, les couleurs associées avec la déesse, et un tissu en jaune pour rituellement attacher la bouche pour honorer le vœu de silence. Elle a également acheté tout pour son plateau d'offrande, comme des fruits, une noix de coco, une lampe, etc.
Les 3 derniers jours, avant le jour qu'elle portera le lait, elle prend des bains purificatoires avec du safran, du curcuma. Un bracelet jaune rituellement attaché autour de son bras indique sa participation à cette fête. Pendant les rituels de la fête, qui durent 3 jours, Marie se concentre visiblement sur les prières, debout, assise, debout, les paumes de main l'une contre l'autre, écoutant attentivement aux prières du prêtre, au son de la cloche et de l'oulké, une sorte de tambour. Elle absorbe la prière collective avec tous ses sens. Le 3e jour, le moment qu'elle attend que son pot de lait reçoive la bénédiction, elle apparaît toute stressée quand elle n'arrive pas tout de suite à attacher sa bouche avec l'aide de sa mère qui l'accompagne. Des mouvements hectiques, des chuchotements stressés, des larmes aux yeux contrastent avec sa posture calme des moments précédents. Une fois le tissu est attaché d'une manière dont elle est satisfaite, Marie retrouve son calme et porte son pot de lait avec une tenue très étroite pendant toute la procession. Certains mouvements m'apparaissent comme étant conduits d'une manière très consciente, comme si son apprentissage de la danse classique Bharatanatyam était reflété dans ses mouvements, par exemple la main étroite tenant le pot de lait. Un selfie après le bon déroulement du rituel, qui la montre assise, soulagée et fatiguée dans la voiture en rentrant à la maison, accomplit le rituel réussi et une étape dans le développement personnel de Marie. Elle met la photo sur Facebook avec un commentaire disant « contente » en français et « thank you very much » en anglais, ce qui pourrait refléter une visibilité aspirée qui va au-delà du contexte français réunionnais. Pour contextualiser cette scène, il faut savoir que Marie est la première de sa famille à pratiquer la religion hindoue de cette façon. Elle a des ancêtres indiens, parmi d'autres, mais ses parents sont avant tout catholiques et, à part d'honorer les ancêtres une fois par an, ne pratiquaient pas de rituels hindous avant que Marie commençât à porter le lait, à apprendre à chanter des bhajans et à apprendre la danse Bharatanatyam. Le rituel de porter le lait pour Mariamne joue un rôle important dans le récit de vie de Marie. Elle nie une relation entre ses pratiques religieuses et son souhait d'avancement au niveau professionnel, disant qu'elle regarde ses pratiques comme action désintéressée, une expression qu'elle a appris pendant un cours d'hindouisme par un brahmachari d'un ashram. En même temps, la manière dont elle parle de ses pratiques, de ses projets dans la vie, de son mécontentement par rapport à son chômage, de l'énergie qu'elle reçoit des rituels, de la force pour avancer qu'elle gagne des rituels, on a quand même l'impression que son approche aux pénitences et aux apprentissages sur l'hindouisme reflète une conception de soi néolibérale qui souhaite toujours avancer, s'améliorer, atteindre du succès économique, social, personnel. Dans la narration de Marie, comment elle a commencé à pratiquer la religion hindoue, elle note que c'était un processus conscient pour elle, comparé à d'autres réunionnais qui grandissent dans cette religion. Son investissement dans le chant de bhajan lors des cérémonies dans les temples et dans la danse Bharatanatyam sont très présents dans sa narration et soulignent l'importance d'une approche corporelle à la religion. C'est seulement quand elle commence à s'investir dans l'apprentissage du chant, de la danse et de porter le lait pour Mariamne qu'elle développe aussi l'intérêt à voyager en Inde et à s'identifier avec l'Inde aussi. Et puis, sa prise de contact avec l'Inde à travers l'apprentissage sur l'hindouisme sur Facebook et à travers un premier voyage en Inde, influence aussi. Par exemple, pendant un de ses voyages en Inde, Marie a vu « Ah, on me dit que ma connexion n'est pas stable. Est-ce que vous m'entendez toujours? » Ok, c'est bon. C'est mon ordinateur alors. Donc, pendant un de ses voyages en Inde, Marie a vu des porteurs de kavadi à Pajanimalai, comme on prononce à La Réunion le lieu de pèlerinage de Parani, et cela l'a impressionnée autant qu'elle souhaite porter le kavadi prochainement. Le kavadi, comme la marche sur le feu que je vous ai lu de mon livre et des fêtes mariamènes où Marie a porté le lait, le kavadi est un autre rituel très populaire à La Réunion. Tandis que la marche sur le feu est une pratique documentée depuis l'engagisme, porter le kavadi est une pratique plus récente à La Réunion qui semble être introduite dans la deuxième moitié du XXe siècle, probablement influencée par sa popularité sur l'île Maurice, l'île Sœur, et dans beaucoup de lieux de diaspora tamoule.
Vous pouvez noter la couleur, beaucoup est en rose, les habits, les tissus décoratifs, les fleurs, et cette association de la couleur rose avec la divinité Murugan, divinité centrale de cette fête, semble venir de l'île Maurice aussi. Par contre, j'ai rencontré des porteuses kavadi en tenue verte ou autres qui m'expliquaient qu'on n'était pas obligé de porter le rose pour le kavadi et qu'en Inde même, on ne portait pas le rose pour le kavadi. Ça, c'est seulement un parmi multiples exemples qui démontrent comment le corps devient site d'affichage de connaissances sur comment les choses sont faites en Inde, à La Réunion, sur Facebook ou ailleurs. Comment préparer son corps pour ces rituels, comme les pratiques vestimentaires et alimentaires, sont des questions importantes à apprendre et à négocier. Et puis, les mouvements rituels, par exemple, comment prier. Vous pouvez voir des différentes postures de main ici. Comment porter des objets dans les processions, par exemple un pot de lait. Comment porter ou danser son kavadi, cette structure en bois dès que vous voyez ça. J'ai entendu plusieurs discours, par exemple, de devoir faire danser son kavadi et incorporer une joie de victoire, même si ceux qui dansent vraiment tout le long de la procession sont souvent en minorité, pendant que la majorité porte le kavadi à pas plus ou moins rapide selon la vitesse de la procession, qui inclut souvent des longs moments d'arrêt aussi. J'ai aussi entendu plusieurs porteuses de kavadi me dire que c'était important pour elles de porter leur kavadi jusqu'au bout, sans se faire aider par des membres de la famille ou des amis. Et en plus, il y a des narrations comment le corps est ressenti ou perçu, ce qui inclut, par exemple, si on éprouve de la douleur pendant des pénitences. Bhavani, par exemple, une jeune femme de 23 ans que j'ai accompagnée quand elle a porté le kavadi, était toute stressée cette journée-là et me racontait après que le fait d'avoir piqué sa bouche lui donnait une grande douleur cette fois-ci. D'un côté, elle expliquait cela par rapport à son manque de concentration et de calme que j'avais aussi observé dans les semaines précédentes. Et de l'autre côté, elle comparait son expérience négative à son expérience positive d'avoir porté le kavadi lors d'un voyage en Inde une fois à Paranimalai, notant que porter le kavadi en Inde était une affaire beaucoup moins exubérante, plus simple qu'à La Réunion, et que cette expérience émotionnelle était beaucoup plus enrichissante pour elle. Le corps joue donc un rôle important dans la manière dont Bhavani se réfère à l'Inde et comment elle se distingue des autres qui n'ont pas eu cette expérience de porter le kavadi en Inde. D'ailleurs, le corps ressort aussi comme outil principal pour faire l'expérience de l'Inde dans des récits de voyage que j'ai collectionnés, qui sont pleins de mémoires d'expériences sensorielles, comme prendre un bout de terre quand on descend de l'avion arrivant en Inde et embrassant ce bout de terre avec une forte pensée aux divinités et aux ancêtres. En même temps, les créations de conscience diasporique sont pleines de défis, de challenges, de moments d'aliénation. Et le corps même peut aussi limiter la création d'une relation imaginée avec l'Inde. Comme Bhavani me dit que pendant ses voyages en Inde, les Indiens voyaient tout de suite qu'elle n'était pas indienne par ses vêtements, ses chaussures, mais aussi sa manière de bouger. Et bien sûr, par ne pas savoir parler le tamoul. Un jour, quand Bhavani me disait qu'elle aimerait bien apprendre le tamoul, je lui demandais pourquoi elle n'allait pas au cours de langue tamoul au temple où elle va souvent. Et elle me répondait qu'elle n'avait pas le temps. Ce qui est intéressant si on considère combien d'heures elle investit dans les préparations de rituels annuels, comme le kavadi et la marche sur le feu, où elle participe aussi. Les expériences corporelles pendant ces rituels semblent plus importantes que l'apprentissage de la langue pour elle. Et peut-être qu'elle sent aussi qu'apprendre le tamoul, c'est un apprentissage qui est difficile à accomplir et qui ne l'aidera pas autant dans sa vie à La Réunion que ses rituels. Elle reste donc dans ce qui lui semble faisable. Ces pratiques corporelles de marcher sur le feu ou de porter du lait ou un kavadi et les discours sur comment le corps est préparé, bougé et ressenti rendent clair que le rituel est un moment spécial pour le corps qui est créé comme un outil de création, d'invention, ainsi d'affichement d'une identité aspirée qui peut inclure une identification diasporique. J'ai noté une popularité de tels rituels qui consistent en des pratiques corporelles élaborées et visibles en groupe vis-à-vis un intérêt plus minoritaire dans les approches
religieuses plus spirituelles et individuelles, comme enseigné dans les ashrams, même si ces différentes focalisations ne s'excluent pas mutuellement. Marie et Bhavani, par exemple, combinent leurs apprentissages dans les ashrams avec ces rituels. Avant de conclure, je souhaite répéter que beaucoup de Réunionnais et Réunionnaises pratiquent la marche sur le feu ou le kavadi sans afficher une identité diasporique, sans attribuer de l'importance à l'Inde. Prenons par exemple Amandine et Coralie, les deux jeunes femmes qui ont participé à la marche sur le feu dont je vous ai lu au début. Tandis que Coralie fait un lien direct entre sa pratique rituelle et un héritage culturel indien, Amandine pratique le même rituel sans établir un lien avec l'Inde, mais en priorisant les expériences corporelles, sensuelles, émotionnelles de ce rituel, sa relation proche à certaines divinités, ainsi que le rôle que le rituel joue pour avancer vers ses buts dans la vie, et avant tout la vue commune au temple qui coïncide avec son cercle social. Et j'ai observé des lectures et appropriations similaires du kavadi, comme avant tout reflétant le contexte social réunionnais. Les exemples de jeunes femmes que je vous ai présentés montrent aussi qu'elles s'approprient ces rituels à des fins personnelles, au lieu de faire un carême pour leur mari, par exemple, ce que des chercheurs et chercheuses ont interprété comme reflétant une suppression de la femme. Dans le cas d'Amandine, de Coralie, de Bhavani et de Marie, aucun membre de leur famille leur impose ces rituels. Au contraire, je propose que c'est une notion d'un soi néolibéral, un soi qui cherche toujours à avancer et à s'améliorer, qui est reflété dans leur récit de vie. Les exemples montrent aussi que choisir une identification avec l'hindouisme comme religion mondiale de l'Inde est devenu une possibilité pour travailler vers ce souhait constant d'avancer dans la vie, comme l'hindouisme n'est plus considéré comme sorcellerie, mais comme une religion mondiale qui est aujourd'hui souvent associée avec un certain statut social aussi. Pour conclure, avec les exemples que j'ai présentés dans cette conférence, je voulais démontrer que beaucoup de jeunes Réunionnais et Réunionnaises sont attirés pour une grande partie par les aspects corporaux et émotionnels des pratiques rituelles hindoues et qu'une conscience diasporique n'est pas une précondition pour participer à ces fêtes religieuses. J'argumente donc pour une notion de la religion qui est avant tout corporelle, sensuelle, ressentie. Pour ceux qui créent une conscience diasporique à travers leurs pratiques religieuses, souvent le corps joue un très grand rôle. Il devient un outil pour sentir une proximité avec les divinités, pour montrer ses connaissances rituelles nouvellement acquises de l'Inde par Facebook et pour s'identifier avec une religion mondiale et ancestrale. Et avec cela, je termine ma présentation pour laisser du temps pour adresser vos questions et remarques. Merci pour votre attention. Merci, Madame Lang. Décidément, nos deux conférenciers respectent le temps, alors ce qui est vraiment très bien pour commencer le tout. Alors, on va procéder maintenant à une période de questions-commentaires. Et si vous voulez faire une question ou commentaire, vous pouvez bien sûr utiliser le chat ou lever la petite main. Alors, la discussion est ouverte. Mathieu? Je vais me permettre d'ouvrir le bal. Je voudrais remercier à la fois Pierre-Yves et Nathalie pour deux excellentes présentations. Et j'aurais une petite question pour l'une et l'autre. Premièrement, Pierre-Yves, dans ton terrain, tu avais plus d'une trentaine de répondants, tamoul sri-lankais et tamoul indien. Et je me demande si tu sentais ou tu as repéré des différences par rapport à leur façon de composer avec cette transgression du Kalapani avec ceux qui étaient de provenance sri-lankaise et ceux de provenance indienne. Et si je peux me permettre de poser ma question à Nathalie tout de suite également, là, ce n'est pas tellement en lien avec la perspective corporelle que tu mettais de l'avant, Nathalie, mais peut-être de créer une articulation avec la présentation aussi de Pierre-Yves. Tu parlais de cette identité diasporique qui se développe de plus en plus chez les hindous réunionnais, mais est-ce que ceux-ci vont également visiter des temples à Maurice, qui est une île qui est tout près de la Réunion? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a une certaine
une identité commune qui se tisse entre ces deux populations insulaires à l'extérieur de l'Asie du Sud en tant que telle. Si tu veux répondre, Nathalie, je t'en prie, ou comme tu veux. Je peux répondre en premier, pardon. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta question. Effectivement, je ne pouvais pas rentrer trop dans les détails. Et c'est une question très importante aussi, parce que c'était aussi ce qui m'intéressait du fait de comparer les prêtres brahmanes de Maurice et les prêtres du Canada et de Toronto. C'était de comparer une diaspora ancienne d'origine indienne arrivée à la période coloniale et une diaspora plus récente, canadienne, avec certes des Indiens présents, mais aussi beaucoup de Tamouls sri-lankais. Et la principale différence, évidemment, au regard de la guerre civile qu'il y a eu, c'est le statut des prêtres sri-lankais qui sont beaucoup, pour la plupart, des réfugiés. Contrairement aux prêtres migrants indiens, qui, eux, sont très majoritairement des entrepreneurs, soit de leur propre statut. Donc, soit ils essaient de se faire embaucher dans un temple de la diaspora, mais certains vont même fonder des temples ou devenir présidents de temples dans la diaspora. Donc, il y a vraiment un projet, un peu comme disait Nathalie, un projet très individuel, très personnel, très néolibéral, entre guillemets. Ça peut se retrouver aussi chez les prêtres sri-lankais, mais il faut quand même, c'est vrai que c'est important de souligner que beaucoup d'entre eux fuient la situation, les 30 ans, les 3 décennies de guerre civile qu'il y avait au nord Sri Lanka, et on ressent ce traumatisme quand on les voit. Tous n'ont pas le statut de réfugiés politiques. Ils peuvent avoir un visa, ils peuvent arriver au Canada par le regroupement familial ou par un statut de travailleur, un contrat de travail et un visa de travail. Mais tous ont ce traumatisme d'avoir dû quitter le Sri Lanka, leur pays d'origine, la terre sacrée du coup, pour eux aussi, mais la terre de leur famille, pour des raisons politiques et des raisons traumatisantes. Donc ils ont vraiment on les retrouve dans les temples, mais ils ont vraiment des histoires, notamment des histoires migratoires très différentes. Et évidemment, la question de Kalapani, pour eux, elle est très accessoire, quoi. C'est ce qui compte. Ils aimeraient, évidemment, ils auraient préféré rester à Sri Lanka. Ça, c'est sûr qu'il y a une nostalgie du pays quitté pour des raisons par la force, évidemment. Mais ce n'est pas la question d'avoir traversé les mers, c'est la pollution rituelle. C'est vraiment le traumatisme d'avoir dû partir pour cette raison-là. Et là, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, merci pour ta question. Merci Mathieu pour cette question. Oui, évidemment, l'île Maurice joue un rôle important. C'est très proche, donc c'est clair que c'est facile de voyager. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des voyages touristiques pour aller à la plage, mais aussi évidemment des voyages pour visiter le Grand Bassin et des temples. Même des mariages se sont faits à l'île Maurice. Donc, je connais un couple qui a fait un voyage pour se marier là-bas. Et des prêtres mauriciens, des prêtres brahmanes de l'Inde du Sud, à travers Maurice, arrivent à La Réunion aussi. Donc, il y a plein d'échanges. Et je crois que ce n'est pas seulement plus facile à cause de la proximité, mais aussi à cause de la langue. Parce que le créole mauricien et le français qui est parlé à l'île Maurice est plus facile pour la communication que des endroits de la diaspora où on parle l'anglais, ce qui est souvent une cause de mécompréhension. L'anglais rend les choses plus difficiles pour beaucoup de Réunionnais. Merci. Alors, d'autres questions ou commentaires? Je vois que Émeraude fait beaucoup de commentaires dans le chat, à savoir si c'est la même Émeraude. C'est Ottavio Amaral qui a fait les commentaires dans le chat. Peut-être qu'il veut prendre le micro puis parler. Ah. Peut-être pas. Peut-être qu'on peut lire ces questions à haute voix, donc. C'est plus des commentaires que des questions, mais comme vous pouvez voir dans le chat, dans le fond,
La dynamique contradictoire et ses conséquences que vous décrivez si bien me semblent déjà une ancienne en substance. Le principe du Kalapani s'applique non seulement aux brahmanes et pas seulement à la traversée de la mer. Alors, compte tenu du commerce terrestre florissant avec le Tibet, les marchands noirs de la vallée de Katmandou avaient une autre maison et même une autre famille à Lhasa. Alors, quand ils sont retournés dans la vallée, ils ont dû subir... attendez, je suis rendu. Ils ont dû... Ah, OK. Ils ont dû... je cherche, ça bouge vite. OK. Ils ont dû subir des rites spéciaux de purification pour retrouver, dans le fond, leur statut de caste. Alors, dans le même ordre d'idée, les prêtres brahmanes ont voyagé à travers l'Asie du Sud-Est, se mariant à l'étranger, fondant même des dynasties hindoues. Par exemple, Kodingya au Cambodge. La perte du statut de caste pourrait être occasionnée par d'autres facteurs que la migration. Alors, occasionné par d'autres facteurs que la migration transnationale et également restauré par des rites purificateurs. Ça revient un peu à ce que M. Trouillet soulignait notamment, je crois. Et toujours, en Malaisie et à Singapour, même les Chinois et les Malais se sont joints à leurs voisins hindous pour porter le kavadi. En Malaisie, cependant, depuis de nombreuses années, il y a des interdictions pour les Malais, tous musulmans, de participer en raison de leur religion. Alors, il y a une restriction, dans le fond, d'un retour, du moins, il y a certaines limitations dans certains lieux pour la pratique, si je comprends bien. Alors, j'espère que je suis fidèle aux commentaires. Si je peux me permettre de préciser, j'ai l'impression que c'est un commentaire de Suntar Visuvalingam, mais non pas d'Ottavio Amaral. Oui. Bon, alors, moi, parce que moi, je vois que c'est on a des petites confusions. Moi, j'ai une question pour Madame Lang. Oui. Donc, quand vous avez parlé du fait que les rituels performés par les femmes ne sont pas des rituels pour leur mari, comme c'est souvent le cas en Inde, des vrats ou des jeûnes qui vont être faits pour le mari, je voulais savoir, donc, c'est des rituels qui sont plutôt individuels, elles le font pour leur propre bénéfice, donc pas nécessairement pour la famille ni pour d'autres, pour le mari ou quoi que ce soit. Merci pour cette question. Oui, évidemment, c'est souvent très individuel. Donc, il y a bien sûr des femmes qui disent que ça n'a rien à voir avec leur vie professionnelle, avec des vœux elles ne font pas de vœux. Mais quand même, il y a beaucoup qui disent que c'est lié à, par exemple, passer un examen ou le souhait d'avoir un bébé ou le souhait de trouver un emploi parce qu'il y a quand même un taux de chômage assez élevé à la Réunion, parmi les jeunes surtout. Et même celles qui insistent que ça n'a rien à voir avec leur vie professionnelle, on voit souvent des parallèles, donc on peut seulement imaginer que ça leur apporte quelque chose. Elles disent que ce sont des étapes dans leur vie que ce sont des moments spéciaux, des périodes spéciales. Faire le carême pour un nombre de jours, ça aide à se concentrer sur ce qu'on veut faire avec sa vie, comment on veut avancer, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça aide à réfléchir, mais ça aide aussi à être strict avec soi. Et après, quand on réussit le rituel, c'est quand même un moment de relâchement, de joie, et ça motive. Par contre, il y a toujours un risque, bien sûr. Et d'ailleurs, donc, par exemple, il y a le risque de ne pas accomplir le rituel comme on le souhaite. Et concernant le risque, je vous conseille de lire une thèse excellente sur la marche de feu à La Réunion par Lorelai Frankina, qui explore comment les marcheurs de feu mettent leur corps en risque pendant ce rituel avec un espoir sous-jacent de transformation de soi. Lorelai Frankina considère la marche de feu comme spiritual edge work,
soulignant cette prise de risque. Et le risque peut inclure de se brûler, par exemple, pendant la marche de feu, ou bien d'avoir une douleur et ne pas être satisfaite, comme dans le cas de Bhavani dont j'ai parlé. Et il y a beaucoup de dimensions de ce risque aussi, de ne pas être satisfaite après. Oui, donc les pratiques religieuses qui sont souvent chargées d'expectations à être bénéficielles aux pénitents peuvent aussi mener à une déception. Donc il y a toujours ce risque-là, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment, ça leur donne beaucoup. Merci. Alors, avez-vous autres commentaires et questions? Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Depuis environ, justement, les années 70, le gouvernement indien a changé sa perception envers sa propre diaspora. C'est-à-dire qu'avant les années même 80, le gouvernement portait peu attention à sa diaspora. Et aujourd'hui, la diaspora indienne est celle qui renvoie le plus d'argent à la maison, près de 72 milliards de dollars par année. Alors, on comprend que c'est important maintenant de chérir sa diaspora. Alors, d'un côté, délaisser, dans le fond, justement, ou traverser les eaux noires en parallèle avec ce que le gouvernement, du moins indien, favorise aujourd'hui, contrairement au passé, et pour créer justement cette fierté diasporique que vous avez soulignée, Mme Lang, entre autres, et qui d'ailleurs le gouvernement indien, je crois, a instauré un genre de Parlement mondial de la diaspora aux îles Maurice en 2003, si ma mémoire est bonne. Alors, dans ce que vous avez rencontré dans vos recherches, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dans le fond, un désir gouvernemental de rendre de générer cette diaspora, cette fierté diasporique, et qui a un effet évident, même sur justement la capacité de traverser maintenant les zones noires? Je suis désolée, je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question. Si du côté de l'Inde, la diaspora est créée aussi parmi les Réunionnais, il y a aussi ce souhait d'appartenir à une diaspora. Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, est-ce que dans le fond, ça favorise, dans le fond, cette fierté diasporique que vous avez soulevée? Elle était pratiquement, je ne dirais pas impossible avant, mais elle n'était pas célébrée par le gouvernement. Tandis qu'aujourd'hui, le gouvernement indien, lui aussi célèbre maintenant sa diaspora. C'est pour ça qu'ils ont instauré, je crois, un congrès mondial de sa diaspora, parce que c'est un changement de perception qui est assez important. Et est-ce que ce n'est pas syntoniser justement ce changement de la perception gouvernementale sur sa diaspora et qui encourage, dans le fond, la création de cette fierté diasporique parce qu'il y a une utilité financière, indéniablement, et aussi une utilité géopolitique de voir cette diaspora, dans le fond, prendre de l'ampleur? Oui, j'ai observé des cas dans lesquels c'est visible, mais c'est une minorité, je dirais. Je crois que le souhait de faire partie de cette diaspora de la part des Réunionnais a souvent été a souvent eu des obstacles. Par exemple, la langue, pendant les Pravasi Divas, les Bharatiya Pravasi Divas, c'est difficile à communiquer avec les autres qui participent. Donc, j'ai enregistré des récits de déception, on va dire, qu'on n'a pas arrivé à créer un lien avec l'Inde comme on le souhaite. En même temps, il y a pas beaucoup de remises de la Réunion dont l'Inde pourrait profiter parce que c'est pas une diaspora récente avec plein de remises plein de mouvements financiers qui rentrent à l'Inde. C'est pas le cas. Donc, il y a peut-être aussi moins d'intérêt du côté de l'Inde de s'investir à encourager une création d'une fierté diasporique parmi les Réunionnais.
Et dans mon livre, je cite un exemple d'une vidéoconférence dans laquelle le Premier ministre Modi a donné une vidéoconférence à La Réunion aussi qu'à Paris et un autre endroit de la diaspora francophone, et, en francophonie. Et c'était en hindi et personne n'a compris le début parce qu'il n'y avait pas de traduction et après il y avait la traduction. Et pendant cet événement, j'ai vu qu'il y a vraiment un décalage, il y a vraiment des obstacles parce que aussi les gens, par exemple Bhavani, la jeune femme dont je vous ai parlé, elle était là, mais elle ne savait pas pourquoi en fait, elle ne savait pas c'était quoi le but. Modi, elle n'avait jamais entendu parler. Donc, il y a vraiment un décalage entre un groupe minoritaire qui s'intéresse à l'Inde et qui aussi a les compétences peut-être de créer cette fierté diasporique que l'Inde encourage la diaspora à créer. Et de l'autre côté, il y a une majorité qui n'a pas ces possibilités. Et aussi, s'ils essayent, c'est pas avec beaucoup de succès. C'est mon observation. Et, excusez-moi, je dois ajouter que ça date, mes recherches, c'était 2014 à 2017 et ça peut changer très rapidement. Donc maintenant, des fois, quand je vais sur Facebook, je vois qu'il y a des changements, qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas été possibles à l'époque de ma recherche. Mais je ne peux pas analyser tout cela parce que c'est trop... je ne vais pas souvent, je ne fais pas de recherche profonde en ce moment, mais je crains que ça peut changer et que aussi l'indonationalisme, par exemple, peut avoir un plus grand rôle dans le futur ou peut-être même a déjà un plus grand rôle maintenant que pendant mes recherches que j'avais menées il y a 5 ans. Monsieur Trouillet, voulez-vous répondre un peu à la question avant que je passe la parole à Monsieur Jannick? Oui, merci beaucoup. Juste un petit complément, parce qu'effectivement, le gouvernement central et même le gouvernement régional, les gouvernements régionaux des États, effectivement, se retournent de plus en plus vers leur diaspora, la diaspora indienne ou la diaspora tamoule, le Tamil Nadu aussi. Les gouvernements successifs font beaucoup d'appels du pied à cette diaspora. Et juste un petit complément par rapport à la traversée des mers, à Kalapani. Pour dire qu'il y a 2 temples qui ont imposé des rites de purification à des prêtres qui avaient voyagé pour des raisons religieuses d'ailleurs à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Et ça avait défrayé la chronique en Inde, c'était en 97 et puis après en 2008. Et il faut savoir que les nationalistes hindous avaient soutenu les prêtres qui avaient voyagé. Donc, ils considéraient que ces migrations, que ces rites de purification, le fait de blâmer les prêtres d'être partis était tout à fait désuet. Et au contraire, donc d'une part que c'était hors du temps, et au contraire que ça empêchait de promouvoir un hindouisme justement conquérant qu'il fallait soutenir, et évidemment avec un clin d'œil à la diaspora, avec tous les appels du pied qu'ils pouvaient faire. Et puis voilà, donc les nationalistes étaient positionnés contre ces rites de purification liés à la traversée des mers. Merci pour votre question. Intéressant. Monsieur Jannick? Oui, je suis plus à l'aise en anglais, alors excusez-moi mes fautes de français. Pierre, Yves, je ne sais pas, peut-être vous savez déjà que le mot Kalapani est dans l'argot hindi était aussi utilisé pour les sentences pénitentiaires pour les prisonniers politiques de l'Inde avant l'indépendance qui ont été emprisonnés en exil dans les îles Nicobar et Lakshadweep. Alors, le mot Kalapani, pour moi, en enfance, c'était le mot d'une peine, une sentence assez sévère où on était banni de l'Inde. Il y a même un film bollywoodien avec le titre est Kalapani, où l'histoire et le héros essaie de trouver justice pour son père qui était injustement emprisonné dans les îles comme ça.
C'est seulement pour un renseignement pour vous autres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision importante que je ne maîtrisais pas dans le hindi et justement qui reflète tout à fait le fait d'être ostracisé, d'être banni de l'autre côté de la mer. Donc, merci beaucoup pour cette précision. Alors, d'autres questions, commentaires, informations? Alors, vraiment, c'est un professionnalisme surprenant en termes de respect de temps. Je vais laisser la parole maintenant à Emeraude, qui va vous annoncer, dans le fond, les prochaines conférences. Oui. Donc, donnez-moi un petit instant. Donc, la prochaine session de conférence a lieu le jeudi 17 mars. Donc, c'est quand même dans plus d'un mois. Mais c'est simplement pour vous rappeler qu'on va recevoir 2 conférenciers, dont Frédéric Castel, qui va nous présenter une conférence qui s'intitule « Les dimensions ethniques et territoriales dans l'État des populations indiennes et indo-européennes ». Je pense qu'on a perdu Emeraude. Alors, je Oui. me relève. Alors, au Québec, Indien et Hindou au Québec. Et il y aura également, le 17 mars, une conférence d'Anouk Carcignol intitulée « Activisme et création artistique dans la diaspora sud-asiatique au Canada ». Et normalement, ça va être un lien distinct que le lien Zoom utilisé aujourd'hui. Mais tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui vont recevoir une nouvelle invitation avec ce nouveau lien dans la matinée du 17 mars ou dans la journée du 17 mars pour ceux qui ne sont pas au Québec ou en Amérique du Nord. Alors, j'en profiterai pour vous remercier tous et toutes, mais tout particulièrement Nathalie et Pierre-Yves d'avoir participé à notre série. Alors, sincèrement, un grand merci, particulièrement en raison du décalage. Il est beaucoup plus tard chez vous et il y en a qui ont aussi des obligations familiales. Alors, à très bientôt et merci à toutes, à tous. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Encore.